Bonjour à tous, Sébastien Rosanet, je suis en charge de la data et des analytics pour Carrefour au niveau mondial. On a une belle équipe répartie sur le globe qui à la fois travaille sur la livraison d'algo data et IA pour l'ensemble de nos métiers et également qui accompagne la transformation de nos fonctions métiers pour qu'elles deviennent beaucoup plus data-driven, ce dont on va se parler aujourd'hui. Bonjour, Cyril Olivier, j'anime et je m'occupe d'une ETI de culture. Donc derrière Nosolis, c'est 2 enseignes, Furet du Nord dans le Nord et 2 sites pour simplifier à Lyon. J'ai vu dans la table ronde précédente qu'on était un peu attaqué sur l'âge, donc je pense que je suis invité aussi parce que je deviens un vieux dinosaure, puisque j'ai un profil digital depuis plus de 20 ans. Voilà, et dans différentes entreprises, donc je citerai les exemples et par décence pour les entreprises, je ne citerai pas les enseignes, mais j'en ai pas fait beaucoup, donc vous devinerez. Voilà. Cédric en a parlé ce matin, effectivement, tu fais partie des pionniers de ces personnes qui sont passées du statut techno au statut dirigeant d'entreprise. C'est ça, ouais. Et une culture de la data qui a commencé dans la VAD, avec plus ou moins de bonheur, hein, qui était quand même déjà à l'époque des temples de la data, jusqu'à effectivement l'application dans des ETI. Et je vous raconterai en quoi c'est un sujet aussi dans une ETI. On est tout petit, enfin tout petit, 700 personnes. Tu vas nous décrire ça peut-être juste après. Mais donc l'objet de cette table ronde, c'est l'accélération de la diffusion de la culture data. Et donc du coup, nous ce qu'on perçoit, c'est que structurer, faire parler la donnée, améliorer la performance, ça nécessite de soumettre chaque décision, chaque manipulation de la data à un filtre très précis pour générer cette qualité, cette culture data. On parle nous on parle d'intelligence data, donc on a parlé d'intelligence artificielle, maintenant on va parler d'intelligence data. Et toute la question qu'on va essayer d'adresser, c'est est-ce que l'intelligence data, c'est accessible à tous? Alors on a la chance d'avoir 2 entreprises de taille très différentes, mais qui vont avoir des témoignages très intéressants, qui vont semble toutes démontrer que oui. Mais comment on fait? Comment on fait pour avoir une culture data? C'est quoi la méthode? C'est quoi les profils? C'est quoi les bonnes organisations? Et pour commencer, on va démarrer par de la définition. Comment vous définissez, vous, la culture data? On commence peut-être par Sébastien, parce que tu vas nous emmener sur une analogie qui est assez intéressante. Absolument, absolument. En fait, tout l'enjeu qu'on a en tant que dirigeant, transformateur de la data, c'est de mettre la donnée dans les mains du métier. En final, la donnée n'est pas la propriété de l'équipe data. Je me sens pas honneur de la donnée qui est produite par les métiers. Je suis l'agent pour l'utiliser de la manière la plus efficace. Mais comment je m'assure que les métiers trouvent la bonne donnée, savent s'en servir et la transformer? Et pour ça, j'ai besoin d'expliquer au métier que en fait, la solution ne va pas être systématiquement de passer un coup de fil à moi ou mon équipe pour trouver une solution et leur apporter tout près un beau plat qui comprend toutes les données et les analyses dont ils ont besoin, les indicateurs de performance, etc. Donc pour ça, chez Carrefour, j'ai créé une analogie qui leur parle parce que nous, on fait des supermarchés et des hypermarchés. Donc on met des produits dans des étagères. Et puis il y a des clients qui viennent, qui s'en servent et qui font des choses chez eux avec ce qu'on appelle un repas. Et donc pour la data, c'est la même chose. Donc je les évangélise depuis que j'ai rejoint Carrefour il y a 2 ans sur 3 choses. La première chose, c'est que pour pouvoir faire de la data, il faut déjà l'avoir à disposition. Donc, chez nous, on a créé ce qu'on appelle le supermarché de la donnée. Donc on a pris les données qui étaient dans notre entrepôt de données, le data warehouse ou le data lake, et on s'est dit, en fait, le data warehouse, c'est très très bien, mais ce n'est pas du tout adapté comme expérience d'utilisateur, expérience client, pour trouver l'information. D'ailleurs, dans un warehouse, les données, elles sont dans des boîtes, dans des grosses boîtes de 100 kg. Il faut les ouvrir pour comprendre ce qu'il y a dedans. Et parfois, elles sont même à 5 mètres de hauteur. Il faut avoir un permis de chariot élévateur. En langage data, il faut savoir faire du SQL et faire 5 jointures pour trouver la donnée. Donc, l'idée, c'est de sortir ces données des entrepôts, donc du data warehouse, et de le mettre à disposition dans un autre environnement. Nous, on appelle ça le supermarché. Donc, dans le supermarché, c'est un portail d'accès à la donnée qui permet d'avoir toutes ces données à disposition avec une étiquette sur chacun des produits. Ça paraît basique, mais souvent, quand on utilise des données, le challenge, c'est de comprendre ce qu'elle fait. Il faut qu'elle soit compréhensible, accessible et de qualité. Tout comme un produit sur une étagère dans un magasin Carrefour, quand vous l'achetez, vous avez une étiquette. Dessus, ce n'est pas écrit avec un langage technique, c'est écrit avec un langage client, où le client comprend que si c'est une boîte d'haricots verts, c'est une boîte d'haricots verts, et ce n'est pas la formule chimique ou des adjuvants. On vous explique qu'il y a du sel, on ne vous dit pas c'est du chlorure de sodium.
Donc Parce que- Sébastien, dans ton analogie, donc là on parle de la cuisine, on est en train de faire une Ouais. recette de cuisine. Ouais. Là tu es dans les ingrédients. Ouais, Donc ce supermarché, c'est quand tu mets à disposition les ingrédients des personnes qui vont Exactement. faire leur recette. C'est Voilà, ça, donc hein, l'idée. on les met à disposition, parce qu'avant, pour qu'ils puissent cuisiner, se faire un bon repas, sortir une analyse data, faut d'abord qu'ils aient la donnée à disposition. Le gros challenge, c'est de sortir les données des data warehouse, des systèmes cœur, etc., et de les mettre à disposition dans un langage métier que les gens puissent comprendre. Comme ça, quand ils prennent la donnée, ils savent qu'ils vont consommer. D'accord. Le deuxième ingrédient, une fois que tu as fait ça, tu as besoin d'avoir une cuisine pour cuisiner. Juste, excuse-moi, Ouais. je t'interromps, Vas-y. je vais te faire réagir sur la partie ingrédients, Oui. parce que ça pose plein de questions. Parce que comment tu choisis les ingrédients prioritaires? C'est quoi la méthode? Ouais. Donc peut-être Cyril, tu peux nous aider à rebondir là-dessus. Ouais. Comment on commence ce processus de nettoyage de la data? Il faut bien commencer quelque part. Alors, il y a un commentaire et une réponse. Je vais refaire un peu d'histoire. Pour moi, c'est le premier changement culturel, et tant mieux s'il n'y a aucune entreprise qui sont concernées par ça. Si dans le métier, mais déjà à l'époque du contrôle de gestion et de la BI, le métier a été habitué à demander tout le temps et pas faire à la place d'eux, mais ce sujet-là de la data, c'est le même sujet qu'on avait à l'époque sur le contrôle de gestion, à savoir un contrôle de gestion n'est pas un producteur de données quotidiennes pour le métier, il doit être un facilitateur et donc il doit donner la data. Donc le sujet, en préparant le rendez-vous, on était d'accord. Donc pour répondre à ta question qui est importante, On est toujours d'accord. on est toujours d'accord, c'est-à-dire que il faut que par contre dans la gouvernance, et le métier et le producteur de data choisissent ses combats. Et ça a été dit tout à l'heure. Donc on ne peut pas tout adresser, donc c'est collégial, c'est le métier et le spécialiste qui doivent décider quelles sont les parties importantes. Et donc, et ça aussi je l'ai vécu, pas aller trop vite, c'est-à-dire si on travaille les connecteurs, avant de s'assurer que la data soit suffisamment bonne, suffisamment appropriable, suffisamment nettoyée, là on a un souci. Et donc, pareil, hein, si ce n'est pas un sujet, souvent les données marketing, comme il y avait de la vente, ça en général, les retailers ont foncé dessus. La donnée produit, paradoxalement, souvent elle n'était pas bonne. Hein. Alors on s'est rendu compte que c'est quand même là aussi beaucoup qui avait du travail à faire. Donc on a foncé vers les connecteurs de vente sans s'assurer. Et je l'ai vécu. Hein. On achète une solution, voire on faisait des cahiers des charges, non pas en fonction de la data, mais des cahiers des charges d'outils qui étaient suffisamment compatibles avec la mauvaise qualité de données qu'on avait. D'accord. Toute ressemblance avec les cas qu'il y a dans la salle. Voilà. Donc le premier donné, c'est travailler la donnée. Et donc c'est revenir à la question de quoi tu as besoin, de quelles données. Et ça, c'est pas valorisant. Et ça, dans les bornes, très difficile à valoriser au début, parce que voilà, qu'est-ce que ça va me donner. Donc, mais en tout cas, moi, quand on a préparé le rendez-vous, c'est hyper important. C'est au métier d'avoir la matière pour produire lui-même au quotidien. Sinon, ça vous fait plein de dashboards dans tous les sens. On reviendra sur ces sujets de gouvernance, parce qu'en fait, on est en train de parler de gouvernance de la data. Et finalement, c'est un premier changement derrière culturel cette liste d'ingrédients et ce qu'on met dans les ingrédients, on commence à parler de gouvernance de la data. Oui, absolument. Moi, la façon dont je l'explique à mon métier, c'est qu'on ne remplit les étagères du supermarché que s'il y a un besoin métier. Et en fait, on pourrait, comme dans un vrai supermarché chez Carrefour, on pourrait mettre tous les produits du monde. Sauf qu'on veut ceux pour lesquels il y a des clients. Donc, la façon dont je l'explique, c'est aussi de dire, là, on est use case driven, on est piloté par les cas d'usage. Donc, vous êtes monsieur supply chain chez Carrefour. Quels sont les cas d'usage que tu as sur la supply chain? Comment on traduit ces cas d'usage en données et on ne fait l'approvisionnement, donc l'approvisionnement du magasin ou du rayon de la donnée que s'il y a des cas d'usage. Et ça, c'est hyper vertueux parce que ça rajoute un ROI sur la data gouvernance. Le gros challenge que toutes les entreprises ont, c'est la data gouvernance, c'est une fondation. Et c'est très difficile d'avoir du CAPEX, de l'investissement, quand on va demander de l'argent à la finance en début d'année, si on leur dit qu'on va juste mettre de la donnée et que d'ailleurs on n'est pas capable de mettre un retour sur l'investissement. Donc tout projet data chez Carrefour est accompagné d'une petite liste de courses qui est l'écart qu'il y a entre les données dont la personne a besoin et les données qui sont déjà disponibles dans les rayons. Et c'est avec ça qu'on va au comité d'investissement et on attache le business case de la data gouvernance, de la mise à disposition de la donnée, à celui du cas d'usage. D'accord. Donc dans la data de gouvernance, on reviendra dessus après, mais il y a le fait de choisir la data qu'on veut et de choisir quel type de data on veut, parce que j'imagine que derrière une notion de chiffre d'affaires, ça peut se décliner en multitude de calculs ou multitude de modes de calcul. Donc il faut aussi nettoyer un peu les écuries d'OGA sur les pratiques. Absolument, il faut vraiment rationaliser l'assortiment. Donc c'est ce que nous on est en train de faire aussi sur notre métier de retailer, c'est de trouver les bons produits pour pouvoir aussi être plus efficace dans le déploiement de notre assortiment en magasin. C'est la même chose sur la data. On a fait ce travail par exemple sur les chiffres d'affaires, la marge, qui sont les 2 premiers sujets sur lesquels à chaque fois la question c'était mais comment tu calcules ton chiffre d'affaires? En fait, mon chiffre d'affaires, il est calculé de 42 façons différentes chez Carrefour. On est passé de 42 à 10. Comment on l'a fait? En disant
quelles sont les analyses qu'on a besoin de produire avec la donnée, qui est le honneur de cette donnée, donc qui est le garant du rayon du supermarché sur la donnée chiffre d'affaires et la donnée marge. Et on définit avec lui 10 notions de chiffre d'affaires, donc qui comprennent avec le chiffre d'affaires des franchisés ou pas des franchisés, qui comprennent les taxes ou pas les taxes, etc. Mais pas 42. Donc maintenant, quand on veut produire une analyse, un reporting, ou même un cas d'usage qui consomme de la donnée de chiffre d'affaires, il ne peut utiliser que les 10 notions qui ont été définies par le data owner. Et si on veut rajouter une 11e, c'est possible. Il va falloir fortement argumenter. Donc tu fais rentrer toutes les datas de la boîte dans un entonnoir pour à la fin ne récupérer que celles qui font vraiment du sens. Donc tu choisis tes combats. J'imagine que toi de ton côté, Cyril, c'est à peu près la même chose. Tu n'adresses pas tous les sujets en termes de data. Donc on est, donc je ne sais pas si j'étais clair, on est libraire. Donc petite boîte. Ça a été dit tout à l'heure, il y a des combats, on décide de ne pas les faire parce qu'on est ou trop tard, ou en tout cas, ce n'est pas notre cœur de métier. Et c'est ça qui est bien de changer d'horizon, c'est que je change de religion aussi. Et donc, sur la partie libraire, nous, notre vrai savoir-faire, c'est la data, c'est la bibliographie, c'est la partie livre. Et c'est là qu'on met de l'asset parce que, accessoirement, c'est notre spécificité métier. Après, les arborescences, tout ça, certes, c'est complexe, mais ça existe. Donc, toute la partie client, par exemple, on a décidé de travailler avec des gens qui le font bien mieux que nous. Donc, j'adhère complètement à ce qui a été dit tout à l'heure en disant il faut accepter aussi de choisir ses combats. 160 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous imaginez, les moyens, ce n'est pas du tout ceux de Carrefour ou d'une grosse boîte, donc il faut choisir ses combats. Data produit, ça c'est natif, on le travaille, et on a vraiment mis notre cœur de connaissances et de la puissance là-dessus, quitte encore une fois à sous-traiter complètement la partie CRM et la partie commerce, où là, il y a des gens qui le font bien mieux que nous. Nos scénarios, finance, c'est pareil, parce qu'on parle de finance aussi. On a pris des produits sur étagère, on n'a rien de complexe en termes de finance. Donc là aussi, deuxième changement culturel, ça veut dire qu'en termes de pouvoir, il faut accepter de dire, certes, ton métier est important, mais on peut relativement le standardiser. Donc c'est un deuxième changement. Pardon, je suis encore un discours de vieux CON. Moi, j'ai été formé au tout début de mon boulot, on me disait, n'attends pas des outils qu'ils changent ton organisation. Je suis fondamentalement convaincu du contraire maintenant, c'est qu'il faut profiter des outils et profiter pour simplifier et pour revoir les organisations. Ça ne veut pas dire faire des grandes révolutions, mais en tout cas, c'est un choc de simplification, comme disent les politiques, de travailler l'IA et d'unifier les outils, ça oblige à simplifier les organisations. C'est pas simple, c'est du change. D'accord. Et donc toi, dans ta recette de cuisine, ton ingrédient majeur, c'est le produit. C'est le produit. On a cité Amazon. Nous sommes fournisseurs d'Amazon. Quand vous consultez un livre sur le site d'Amazon, vous tapez dans la base de données de notre entreprise qu'on loue à Amazon et qu'on loue à beaucoup de retailers. Donc on s'est dit, l'asset et le vrai savoir-faire, il est là. Le reste, voilà. Donc à l'échelle de Carrefour, nous, on a une quinzaine de personnes qui sont dédiées à cette donnée produit. Vous imaginez des tas de critères de classification dans tous les sens. Et avec X clients, du client B2C le plus simple, jusqu'à la Bibliothèque nationale de France, jusqu'à des clients professionnels hyper pointus. Donc c'est vraiment là. Est-ce que ça existe sur le marché? Moins que d'autres, alors qu'on peut trouver d'autres choses sur le marché. Et deux, c'est vraiment là qu'on a une plus-value, voire, si nous ne maîtrisions pas savoir-faire, on serait mort. Par contre, la partie client, on peut la dédier, ce n'est pas un souci. Ok, on reviendra sur ces sujets d'organisation. Une fois qu'on a des ingrédients pour préparer une recette, il faut des outils, il faut une cuisine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette partie donc analogique que je t'ai volée c'est ton analogie. Mais non, pour pouvoir produire ce repas, il faut évidemment avoir une cuisine avec un bon équipement. Et l'idée, c'est souvent de rationaliser. Donc moi, quand je suis arrivé chez Carrefour, j'ai fait un petit diagnostic. Il y avait 13 outils de data vise, data analyse dans l'ensemble du groupe. Donc 13 outils que personne ne maîtrise, puisque c'est impossible pour une personne de maîtriser plus de 3-4 outils. Et certains managers, directeurs se retrouvaient avec des dashboards éparpillés sur plein de différentes plateformes. Donc on a décidé de rationaliser, donc de définir une cuisine lean avec 2 solutions qu'on a retenues pour la data vis, data analyse. Là, on est en train de regarder maintenant la partie un peu plus AutoML pour des outils type Data IQ, pour certains d'entre vous qui doivent connaître ça, qui vont faire un peu de l'automatisation de tâches avec du machine learning. Mais le gros, c'est nous, on a choisi Tableau, on a choisi Looker Studio comme nos 2 solutions. C'est-à-dire qu'on a communiqué à tous nos autres anciens partenaires qu'on allait décommissionner progressivement pour avoir une cuisine que tout le monde maîtrise. Parce qu'avec 2 outils simples, je suis capable de former des personnes derrière. Qui est le troisième composant, c'est que les gens savent s'en servir. Donc tu rationalises tes ingrédients, tu rationalises tes outils, et en fait tu limites la liste. J'imagine que toi, tu as un petit témoignage à nous faire ou une expérience sur comment en fait des entreprises arrivent à choisir des outils avec des critères qui... Je souscris. Alors là, pour le coup, je fais appel à ma vie passée. Exactement ça. 10 000 dashboards actifs par jour qui étaient utilisés. On se fait auditer. On parle de ça en disant on doit diviser par 4. Donc simplifier les outils. La seule limite, et Dieu sait que c'est une bonne décision, je pense qu'il faut laisser la décision au plus près du métier. Par contre, l'uniformisation des outils, il n'y a pas débat.
Ça pose un tout petit souci quand les tailles des métiers, des BU et des pays sont différentes. Donc ça, c'est de la cuisine interne, mais c'est aussi des règles de gouvernance, à savoir on achète un outil qui est très, très opérationnel et très rentable pour les grosses BU. Et donc ça aussi, c'est la réalité des grands groupes, où la petite BU se fait imposer un outil, où elle le paye très cher, elle n'est pas dimensionnée pour l'utiliser et compagnie. Ça, c'est complexe. Donc après, ça, c'est des règles de gouvernance. Et dans ma vie passée, on avait décidé que les gros payaient pour les petits. La règle qui veut qu'après, ça soit divisé par le nombre de pays ou par le nombre des BU, ça c'est assez injuste parce que du coup, le petit n'est absolument pas motivé pour l'utiliser et voir ça lui coûte. Et donc là, la tentation d'aller chercher un tiers pas cher pour aller vite et compagnie. Et j'avais un patron qui m'avait dit, il faut que tu acceptes que ta perte en local soit le bénéfice du groupe. Donc on rejoint la gouvernance où là, il faut que... Mais on le rappelait régulièrement en disant, le gros paye pour les petits et c'est comme ça que ça doit être fait. Je pense que si on veut avancer sur l'IA et sur les autres sujets, c'est le seul moyen d'avancer. Sinon, le petit ne peut jamais avancer et ne peut jamais se le payer. Ça, c'est un sujet vraiment intéressant. On n'a pas trop évoqué aujourd'hui, on a beaucoup parlé de data, de méthodologie, on n'a pas trop parlé de gouvernance des outils. Alors, même si c'est vrai que vous aurez pu avoir l'impression qu'on poussait un peu à la démocratisation de l'utilisation des outils d'IA, c'est vrai qu'à un moment donné, on passe par une phase de standardisation. La troisième compétence, on en parlait, c'est il faut savoir faire la cuisine, donc ce qu'on appelle la compétence de chef. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment vous avez acquis des compétences de chef avec une belle toque chez Carrefour? Oui, absolument. Donc, derrière tout ça, il faut former les personnes. Et en fait, moi, je suis convaincu qu'il faut former toute la pyramide. Je pense que le plus gros agent du changement que j'ai eu en rejoignant Carrefour, c'est dans ma première année, on a décidé de former le top 150 de la boîte à la data. On les a sortis pendant 2 jours de leurs problématiques du quotidien. Donc tous les membres des COMEX de tous nos pays, plus les directeurs seniors de nos équipes du siège, dans nos différents pays, on les a mis dans une salle, on leur a appris à faire un dashboard, on leur a appris à gouverner la donnée, à comprendre comment on allait utiliser le supermarché de la donnée. Et pour en faire des promoteurs, des personnes qui sont capables de dire « Ok, je comprends maintenant l'enjeu de la data et de l'IA dans mon métier, en quoi ça va être transformatif, et je comprends ce qu'il y a à faire concrètement derrière. » Et ensuite, l'idée, c'est de former les collaborateurs pour qu'ils soient capables d'exécuter et donc de déporter une bonne partie de la charge de travail qui arrivait naturellement à mon équipe Analytics, qui est un peu le restaurant de Carrefour. Hein. J'arrive au restaurant, je veux un plat, je passe ma commande et j'attends les bras croisés que le plat arrive tout chaud. Et parfois, c'est 2 jours, parfois c'est 2 mois. Donc, l'idée, c'est de réduire la charge de travail, donc réduire la file d'attente dans mon équipe, et de déporter 70-80% de la charge d'analyse au niveau des métiers en les formant. Donc pour ça, on a mis en place des cursus de formation. On a appelé ça, nous, les ceintures. Donc il y a la ceinture blanche, la ceinture verte et la ceinture noire. Évidemment, le niveau de compétence et d'investissement est complètement différent entre une blanche et une noire. L'idée, c'est de pouvoir donner le bon niveau de formation à chacun des collaborateurs. Par exemple, de m'assurer que tous les contrôleurs de gestion de Carrefour sont formés à minimal au niveau de la ceinture verte. Pourquoi ? Parce que le cœur de leur activité, c'est de la data. Ils gèrent de la donnée tous les jours. Ils pilotent les indicateurs de performance de tous nos métiers. Pareil pour les leaders du marketing, les leaders du category management. Ils manipulent les données dans Excel depuis la nuit des temps. Maintenant, ce qu'on leur demande, c'est d'être capable de faire une bonne analyse, d'être capable de faire une régression, ou s'il y a un outlier dans la régression, qu'ils ne la prennent pas dedans et qu'ils l'excluent. Donc c'est pas juste seulement utiliser l'outil puis je vais mettre plein de données dans le tableau et puis je vais faire un graphe et je vais faire une régression linéaire. Si je n'ai pas le bon sens analytique pour enlever et nettoyer le jeu de données, je vais dire j'ai fait une super décision data driven, mais en fait elle est mauvaise parce que la régression elle est complètement biaisée par un data point qui change ma pente de 50%. Donc la corrélation n'existe pas. C'est quand même un niveau de compétence qui est quand même, qui demande un peu de travail, un peu de formation. Ouais. Souvent, on a un peu caché les outils des utilisateurs finaux parce qu'on avait peur qu'ils prennent des mauvaises décisions en faisant le mauvais clic et en ayant des tailles de bases de données qui sont trop faibles. Aujourd'hui, vous êtes en train de former vos utilisateurs à identifier les bons critères des mauvais critères et les bonnes requêtes des mauvaises requêtes. Sinon, ils le font dans Excel. Et ils le font dans Excel sans gouvernance de la donnée, en retraitant les indicateurs, en disant tiens, le chiffre d'affaires, je vais le retraiter différemment. Et puis moi, je vais me définir ma définition de chiffre d'affaires qui me correspond à mon besoin. Je vais arriver avec mon business case au niveau du comité d'investissement. Ils ne vont voir que du feu parce que moi, j'aurais exclu tels éléments dans mon cas d'affaires que je vais présenter. Et hop, la décision passe et puis j'ai l'impression que ça a marché. Okay. Cyril, il y a des ceintures noires chez vous ?
Oui, il y en a forcément quelques-uns. À l'échelle d'une ETI, on n'a pas de data scientist, non, typiquement. Enfin, si, on en a. Il serait vexé que je le. C'est pas son titre, n'est pas data scientist, mais si, on a quelques têtes fortes. On se fait challenger par des externes sur ces parties-là. Et après, on a plutôt beaucoup de data analystes. Donc voilà, on est à l'échelle d'un métier, on est beaucoup de data analystes et on se repose sur des scientistes. J'ai rien à redire à ce qui a été redit. Le seul petit point dissonant, effectivement, c'est mais tant mieux si c'est plus un sujet. J'aimerais être sûr que tout le monde utilise déjà bien sa BI avant de faire appel à la data aussi. Parce que les travers qu'on a eu aussi, c'est vouloir évangéliser le métier, donner énormément de licences pour transformer, pour utiliser l'outil. C'est toute la différence entre utilisateur et administrateur. Voilà, je pense qu'il vaut mieux que ce soit dans les mains de quelques-uns pour bien maîtriser les outils. Quand on dit unifier les outils, c'est unifier les outils, mais aussi le nombre de possesseurs, parce qu'accessoirement, ça peut coûter très cher en licence. Pardon d'être rabat-joie, mais on fait attention aux sous. Et donc, effectivement, c'est évangéliser un maximum de métiers à l'utiliser. Après, l'administration des outils, c'est faire attention. Et toujours ce lien, encore une fois, puisque là, on parle de data. La data, c'est pas nous confirmer le haut de la pyramide. C'est les phénomènes marquants et c'est aller plus vite sur des infos qu'on a déjà. Donc là, c'est basculer la BI. Mais à l'échelle des moyens de chaque boîte, s'il y a déjà des choses qu'on peut optimiser avec sa BI, c'est pas mal aussi. Voilà. Pour continuer, donc, on se parle de la transformation de la culture dans les entreprises. Donc on va rester un peu sur ton cas. On a entendu tout à l'heure que chez Carrefour, on formait le top management. On y reviendra après. Toi, de ton côté, sur l'entreprise à ta taille, comment tu pratiques cette transformation, cette culture? C'est quoi les bonnes pratiques pour insuffler de la culture data dans ton entreprise? J'ai pas grand-chose à... Ça a été dit dans la table ronde précédente. Il y a deux choses. Et c'est vrai dans toutes les boîtes, c'est tuer la culture de l'a posteriori. C'est a priori, donc c'est accepter d'être le plus agnostique possible, surtout sur des métiers d'expertise où on est sûr. Donc c'est être le plus factuel possible et comment on l'accélère. Alors nous, on avait la chance d'être, autant on était avancé sur la data, autant sur les outils en termes de digitalisation. Quand je vous parle d'outils, c'est ERP. Quand je dis ERP, c'est autant en marchandises que la partie finance. On était un peu en retard. Et donc, comment on a fait pour embarquer la culture de la data? Alors, c'est peut-être plus facile à faire à l'échelle d'une ETI qu'un grand groupe. C'est qu'on a embarqué tout le métier dans tous les choix d'outils. Donc ça veut dire que dès les choix d'outils, dès les soutenances, et c'est impossible à faire dans une grosse boîte, c'est là où c'est intéressant de le faire dans une petite, ça veut dire que les comptables, les utilisateurs métiers au quotidien ont co-participé au choix, donc ça les oblige aussi, en ayant non seulement le prestataire, mais les intégrateurs en face, ça les oblige, et donc en termes de culture data, à améliorer leur culture du use case, je vais dire des banalités, et de la question. Je vais être un vieux CON, mais le plus important, c'est quelle est la question, quelle est la question, quelle est la question. Et quand le métier est très fin sur quelle est la question, et l'avantage aussi de la data, c'est, je l'ai dit, ça va plus vite et ça dépassionne les débats, parce que là, c'est plus mon a priori contre ton a priori, c'est factuel, c'est la question et la réponse. C'est ton obsession, si je peux dire comme ça, c'est quelle est la question? Mon rôle de quinquagénaire dirigeant, c'est revenir toujours à la question, et être le plus agnostique possible sur la réponse. Mais quand même la question, et choisir ses combats, mais on l'a dit. Et donc pour revenir à la question à l'échelle d'une ETI, c'est revenir toujours au maximum aux faits et à la data. Et quand je dis la data, c'est de manière générale, la digit, on ne parle pas que de data très poussée, mais pour être le plus factuel possible. Voilà. Donc ça veut dire que la qualité de la data sur tes fiches produits, parce qu'on va parler de exactement, ça, c'est clé. C'est un sujet pour tout le monde. Ah oui, c'est pas le sujet d'un gars quelque part qui est dans un bureau. Non. Alors, dans notre corps de métier, surtout pas, puisqu'il faut imaginer que ce soit nos commerciaux qui répondent aux appels d'offres publics sur du livre, que le libraire qui est... Enfin, faut imaginer, on n'imagine pas le niveau de finesse des questions des clients sur un livre. Ils arrivent, pour vous donner des exemples très concrets, et là on va parler alors pas de générative AI, mais de l'AI. On a des clients qui arrivent qui disent, ils connaissent pas l'auteur, ils disent, je voudrais voir tous les romans de ce style avec la couverture qui est rouge et gothique. Donc c'est ça, c'est la vraie vie. Et c'est une question comme ça, on en a 1 à 2 par semaine dans les librairies. Donc là, il faut que vous soyez capable de régénérer un catalogue et de répondre à ça. On n'y est pas encore, mais j'ai des gens de Stanford, en l'occurrence, j'ai la chance, qui ont accepté de faire des use cases sur toutes ces questions un peu exotiques qu'on a et qui sont impossibles à paramétrer humainement. Donc on peut être une petite boîte et bosser avec des gens de Stanford. Oui, parce qu'on a la chance d'être sur un domaine culturel qui les intéresse énormément. Parce que l'intérêt du livre, c'est pas encore une fois le catalogue, il est extrêmement lourd, mais il y a plein d'activités en alimentaire, c'est autrement plus complexe en termes de catalogue. Par contre, on a un nombre de ramifications. Un produit peut être dans un nombre de catégories. Vous imaginez, c'est complètement fou. Voilà. Okay. Donc c'est aussi le côté intellectuel qui les intéresse. Ok, merci. Sébastien, donc tout à l'heure, tu nous disais que vous avez envoyé le COMEX en formation, 2 jours.
Ça, c'est intéressant parce que c'est pas souvent qu'on entend parler de ça et c'est que ça va être un sacré changement pour l'entreprise. Dans la préparation, tu nous parlais de renoncement et en fait, est-ce que ça aide finalement tes patrons de BU à accepter le fait qu'on ne peut pas tout faire tout le temps? Est-ce que c'est là-dessus que ça travaille le plus, c'est sur les arbitrages? Oui, absolument. En fait, l'idée, c'est un peu de leur faire aussi prendre leur rôle de dirigeant. Et diriger, c'est décider et c'est prioriser. Dans le cadre de la gouvernance de la donnée, en fait, on a découpé notre supermarché en rayons. On en a 21 chez Carrefour. On a 21 data domaines. Chaque data domaine est piloté par un directeur exécutif qui est un de ses membres du top 150. Donc, tout le monde n'a pas un poste, n'a pas un rôle là-dedans, mais il y en a 21 d'entre eux. Donc le patron, je parlais de l'exemple de la supply chain, le patron de la supply chain au niveau mondial, je l'ai engagé en lui disant, voilà, dois passer 5% de ton temps, donc 2 heures par semaine, sur la data, en moyenne, dans l'année. Ça veut dire qu'il y a, ce qu'on appelle un data council, où tu viens t'asseoir et on vient te faire arbitrer les décisions sur le rayon. Qu'est-ce qu'on va mettre en rayon dans la prochaine vague? Quels sont les cas d'usage qui arrivent sur la supply chain? Quels sont les cas d'usage d'autres fonctions qui vont requérir ta donnée supply chain? Parce que tu as ton chapeau de directeur de la supply chain, tu pilotes tes cas d'usage, tu veux livrer du digital, de la digitalisation de ta supply chain, mais en même temps, tu as un mandat. Tu as un mandat d'entreprise qui est de mettre à disposition ces données pour ton besoin à toi. Souvent, le premier consommateur d'un domaine de données, c'est souvent la fonction qui est derrière. Mais, par exemple, le taux de service d'un produit, donc est-ce que ce produit est disponible en magasin ou pas? Les personnes qui gèrent les assortiments sont très intéressées par ce taux de service pour savoir si on a beaucoup de ruptures sur un produit. Est-ce que ce produit il a un niveau d'inventaire qui lui permet de protéger contre des fluctuations de la supply chain? Et puis on a vu les disruptions de la supply chain qu'on a eues pendant la crise Covid. Et donc, à travers cette formation, je leur ai expliqué quel était le rôle qu'ils avaient à jouer. Et donc, je déporte la décision de gestion du magasin dans les métiers. C'est ce qu'on appelle aussi dans le langage un peu plus technique la data mesh. Mais c'est la data mesh concrète pour eux, parce que data mesh, c'est un peu concept de technicien qui travaille chez Google. C'est super. Mais en fait, le concept qui est derrière, c'est tout simple. C'est décentraliser, de donner la responsabilité aux métiers producteurs de choisir ce qu'on met dedans. Et si jamais on décide de faire évoluer le rayon, charge au métier et pas à l'équipe data. Nous, on est les agents, on est pour les aider à apporter la donnée. Moi, je staff derrière les data engineers qui vont mettre la donnée et plugger les systèmes et mettre la donnée dans le data lake au final. Et puis mettre en place les mesures de qualité pour qu'ils puissent dire voilà, le niveau de complétion étant, la donnée est intègre, la donnée a été contrôlée, etc. Donc c'est important pour eux de s'assurer que c'est un peu comme le contrôle de qualité sur un produit qui va dans le supermarché. Nous, on a appelé ça le Nutri-Score de la data. Parce qu'on applique, même l'analogie du produit, c'est quand vous allez dans un magasin, vous savez, un score ABCDE. ABCDE, c'est simple. Ouais. Donc, on a besoin d'un Nutri-Score pour que le métier dise « Ok, j'ai un score C, pas terrible. C'est peut-être good enough. Ça nous suffit pour les cas d'usage qu'on a aujourd'hui. Peut-être demain, on aura besoin d'un A. Mais bon, ça coûte cher d'avoir un A. Okay. Donc, dans ces comités de ce qu'on appelle le Data Council, on décide quel est le niveau, quelles données on veut apporter, et sur les données qu'on a déjà, est-ce qu'on veut travailler sur leur qualité ou pas. Donc 2 choses, chez toi, les consommateurs sont les producteurs, parce que tu peux être à la fois cuisinier et à la fois en charge des ingrédients. L'agriculture, de la production. Donc ça te rend un peu responsable du sujet, donc ça c'est vraiment intéressant. Et vous avez reporté cette gouvernance, non pas sur une espèce d'organe central un peu hyper centralisateur et moraliste, mais plutôt sur des BU fonctionnels avec des gens qui ont un vrai métier, qui sont au cœur du business et qui ne passent pas pour des huluberlus de la gouvernance de la data. C'est ce que je comprends. C'est ça. Et puis la seule fois où on se rencontre à cross-domaine, c'est quand on a des gros arbitrages à réaliser qui impliquent plusieurs dirigeants, plusieurs directeurs exécutifs chez nous pour pouvoir faire un choix d'entreprise. Mais c'est des cas, à la marge, ça représente 1-2% de la demande. Sur 98-99% des cas, on traite dans les équipes du data domaine la problématique d'approvisionnement du rayon de la donnée. Okay. C'est un mode intéressant. Sur la partie gouvernance, en fait, il y a plusieurs méthodes. Il y a centralisé, décentralisé, automatisé, humain. Et le Blue Sky étant de se dire, on serait dans une entreprise un peu comme celle de Carrefour qui a complètement délocalisé la gouvernance de la data. C'est un peu ce que j'entends. J'imagine que ça ne se fait pas du jour au lendemain. De ton expérience, c'est quoi les étapes pour arriver, les différentes étapes, processus pour arriver à ce genre d'organisation? Alors,
en fait, je vais reprendre ce que tu as dit. C'est pas décentralisé et centralisé, il faut les deux parce qu'il y a une partie légale, il y a une partie engagement de la responsabilité de l'entreprise, donc les règles du jeu doivent être les mêmes. L'arbitrage final, il ne faut pas rêver, il faut un niveau minimum de compétences d'un CODIR et d'un COMEX, on l'appelle comme on veut, minimum. Et quand je t'entends, on n'est pas très loin à l'époque des règles de gestion de l'agile. Hein. On était aussi là-dessus sur du co, où une vraie bonne séance de décision à la fin, tu ne savais plus quelle était l'obédience du dirigeant, parce que le dirigeant, il est à la fois expert de son domaine, il le représente, et on va dire, le niveau de granularité que tu mets est lié à la taille et aux spécificités aussi en local, parce qu'il y en a qui justifient ou pas, la maturité des gens. Donc moi, je pense qu'il faut être assez hybride, c'est-à-dire est-ce que le terrain est formé à cette capacité à décider ? Est-ce que les gens, tant opérationnellement qu'en gouvernance, parce que ça, ce n'est pas une histoire de grade dans l'entreprise, c'est une histoire de maturité, est-ce que je suis capable effectivement de ne pas viser l'excellence ? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas ingénieur, mais j'ai été formé très tôt par mes pairs à l'agile et aux 5 derniers pourcents qui te coûtent très très cher. Quand tu es formé à ça il y a 10-15 ans, tu es habitué à ne pas chercher tout le temps l'excellence parce que tu sais que les 5% de la donnée finale vont te coûter cher. Donc il faut former les gens là-dessus. Et moi, je crois beaucoup au sablier. Ça veut dire que l'idéation doit être au plus près du terrain, l'idéation. Hein. Ça ne veut même pas forcément dire la formulation. Ensuite, le sablier, là, on va dans les métiers d'experts. Et pardon, mais c'est la limite, contrairement à ce qu'on a dit parfois dans le retail, tout le monde ne peut pas faire tous les métiers, ça n'existe pas. Et par contre, effectivement, l'arbitrage et à la fin l'appropriation, elle doit être faite par le métier aussi. Tu peux préciser idéation, formulation, tu avais l'air de... C'est un peu important pour toi. Alors, des exemples, encore une fois, s'ils sont vieux, tant mieux. Les gens de produits sont persuadés de connaître. Ils sont persuadés de connaître leurs clients. Et on voit que les entreprises sont en train de bouger parce qu'à partir du moment où toute la stratégie vient, et chez nous, elle vient beaucoup du produit, les modèles qui sont en train de nous perturber, ils viennent du digit, ils viennent de la donnée client, ils viennent de la demande. On a quand même une percussion évidemment que la vérité est entre les deux. Quand je suis chef de produit, je connais, je peux émettre le besoin. Par contre, ce n'est pas forcément à moi de définir les critères, et ça je l'ai vécu plein de fois, et j'ai été des deux côtés de la barrière. J'ai été chef de produit et côté digital. Ce n'est pas forcément au chef de produit de décider de la manière, dans le tank, de décider des critères, parce que lui va réfléchir très tech, mais tech, quand je dis tech, techno-produit, tech-produit, et pas forcément langage client. Parce que n'oublions pas aussi qu'on doit avoir des tanks qui sont les plus pérennes possibles. Et combien de systèmes j'ai connus qu'on changeait au gré des modes stylistiques, au gré de manière d'écrire les choses. Enfin là, en textile, ça a été un cauchemar. On a confondu données stylistiques avec données produits. Donc il faut un moment un côté cartésien. Et à l'inverse, parce que je l'ai connu aussi, quand on file ça à des informaticiens très tech qui décident à la place du métier, ben on va avoir des choses extrêmement froides, certes pérennes, mais qui par contre ne sont pas appropriables. Et donc la recette pour trouver cet équilibre entre ces deux opposés, c'est exactement ce que tu décrivais, c'est du va-et-vient permanent avec de l'acculturation des deux. Et notamment en termes d'évolution, si on se parle de RH, et là je ne parle pas forcément de data scientist, mais data analyst, c'est très intéressant, on a parlé du contrôle de gestion, tous ces gens qui viennent du métier, qui viennent du contrôle de gestion, qui se forment à la data, voire qui font des bascules, parce que là ils ont des profils super intéressants, ils ont fait le métier et ils arrivent dans la data. Et donc je pense que, comme toujours, c'est pas un non-choix, c'est une conviction. La solution est dans la mixité des équipes, c'est évident. Avec des gens hyper pointus, voire agnostiques, qui vont poser des questions faussement de béotiens, et des gens qui sont immergés dans le métier. Sébastien, sans les deux, ça ne marche pas. Sébastien, si on parle profil, c'est quoi les profils qu'on doit avoir dans une entreprise si on veut développer une culture data? C'est quoi l'expertise? Est-ce que c'est de l'interne, de l'externe? Comment on construit ces équipes et comment on transforme ces équipes? Alors, deux choses. On a parlé de change management, d'accompagnement, de formation. Nous, on a construit une petite équipe pour venir faire l'acculturation à la data, la formation, les fameuses green belt, black belt, white belt, etc. Donc, pour pouvoir vraiment mettre les bonnes formations aux bonnes personnes. Une petite équipe, pilotée principalement profil RH. Moi, le pivot qui a été le plus important qu'on a réalisé dans les dernières années, ça a été d'implanter au sein de notre équipe analytique des rôles qu'on a appelés, nous, data translator. Qu'on trouverait, c'est un peu un terme spécifique à Carrefour parce que ça représente vraiment ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? On nomme une personne dans nos équipes qui maîtrise un périmètre fonctionnel et qui est capable d'être à l'interface, le point d'entrée unique d'un métier dans l'équipe data, pour pouvoir les router au bon endroit, pour pouvoir les aider à prioriser, pour pouvoir traduire leurs besoins de cas d'usage en données, et d'être capable, avec ces données, de pouvoir faire une analyse d'écart avec ce qu'il y a et qui est déjà disponible. Et après, d'aider le dirigeant, le manager, le directeur de l'autre côté, à construire son cas d'investissement pour
son cas d'usage. C'est pas un data analyst, c'est un data interpréteur. Voilà, c'est un data interpréteur. Alors, nous, Est-ce que c'est une évolution d'un product owner data? Ouais, donc ça ressemble à un rôle de product owner, mais il consolide vraiment la vue d'une fonction. Par exemple, là, on prenait le cas de la supply chain. Le patron de la supply chain mondiale, il connaît très très bien dans l'équipe data la personne qui est en charge de le guider dans la stratégie data de sa fonction, de l'aider à construire les cas d'usage, à créer un portefeuille de solutions data qui vont répondre aux besoins du métier. Et derrière, d'avoir suffisamment de compétences techniques, technico-fonctionnelles, pour pouvoir échanger avec les data scientists, avec les data product managers sur des produits spécifiques, avec les data analysts, les personnes qui font un data viz, et d'être capable de valider que le besoin est bien compris et interprété par ces personnes-là. Et ces profils technico-fonctionnels, c'est la nouvelle frontière. D'ailleurs, hier, j'étais à la nuit de la data. Il y a Albert School qui a gagné un prix de la meilleure école. Et c'est exactement le positionnement de cette école qui est toute nouvelle, qui a 2 ans d'âge. Et il se positionne exactement à cette frontière où on ne forme plus des ingénieurs uniquement des ingénieurs, pas non plus des personnes du business qui ne comprennent rien à la technologie. C'est vraiment d'avoir ce cursus hybride, data plus business, qui est clé aujourd'hui, parce que c'est la route de transmission pour s'assurer que le métier a quelque chose qui va convenir à son besoin. Et du coup, pour rebondir, de même qu'il a été dit tout à l'heure qu'on ne parlera plus d'IA, parce qu'on parlera plutôt de l'IA embarquée dans les solutions, on parlera de solutions, c'est des lapalissades, mais je l'ai fait dans ma vie passée, et à l'échelle d'une ETI, on le fait aussi. C'est toujours réapprendre, parlons pas au métier, à tous les acteurs. Ne t'occupe pas trop tout de suite du comment. Souvent, on arrive à... voilà, déjà, qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est définir bien son besoin. Et donc ça, c'est déjà, ça semble évident, mais c'est pas si facile que ça, surtout sur des populations existantes dans l'entreprise depuis longtemps. C'est déjà, voilà, définir bien son besoin. Et effectivement, alors après, on revient à des choses, des notions de faire confiance, on l'a dit, la culture de la posteriori et pas de l'a priori, mais en tout cas, revenir à, voilà mon besoin et voilà à quel résultat je veux arriver. Le comment, après, il est traduit par des personnes qui savent mieux le faire. Okay. Malgré tout, pour faire tourner ces trucs-là, il faut un peu de techno quand même, il faut un peu de tech, j'imagine. Donc vous avez bien des équipes de personnes qui sont très tech. Est-ce que vous les trouvez en interne? Est-ce que vous les formez? Comment vous composez vos équipes avec un profil plutôt technologique pour faire tourner ces outils? On a un mix profil interne-externe et profil onshore-offshore. Donc surtout sur les activités tech, il y a une capacité à déporter une partie de la charge technologique dans des pays à plus faible coût que la France. Notamment, nous, on a une très forte importation en Espagne, qui est notre 2e pays mondial. Il se trouve qu'on trouve d'excellents ingénieurs qui peuvent bosser à un coût largement inférieur à ce qu'on peut trouver en France. Donc, on essaie d'avoir ce mix optimal. Ensuite, on a un panel de partenaires externes qui nous apportent l'expertise dont parfois on a besoin, qui permettent aussi de gérer la variabilité inhérente au métier de data, parce que c'est un peu comme une chaîne d'approvisionnement. Parfois, il y a des gros pushs à faire en début d'année. Là, on démarre le plan 2024, parce qu'on constate, pouf, tout le monde arrive avec sa demande. J'ai un projet qui a été validé pour 2024. Allez, c'est parti, Sébastien. Faut faire ça et ça. Donc, du coup, la charge évolue et pas forcément stable sur l'année. Et là, on est capable, avec nos partenaires, de venir sourcer cette capacité à faire et à venir alimenter nos data platforms, à construire les cas d'usage qui vont bien, aller chercher un data scientist supplémentaire qui connaît très très bien la computer vision pour faire un cas d'usage spécifique où on n'a pas forcément, nous, l'expertise en interne sur donc la computer vision, c'est une technologie d'IA appliquée à l'image et à la vidéo. Et donc, c'est de trouver ce bon équilibre entre interne et externe. Notre grand enjeu, c'est ça a été annoncé dans notre plan stratégique d'ailleurs il y a 18 mois, c'est d'améliorer notre internalisation. Parce que si on veut devenir une entreprise du digital, si on croit que le digital fait partie de l'ADN d'une boîte comme Carrefour, alors on doit se muscler, renforcer nos équipes internes avec des professionnels de la data. Parce que il n'y a pas trop d'ambiguïté, parce que les messages sont assez clairs chez Carrefour sur le virage digital. Donc, exactement. On a bien eu une grosse accélération il y a quelques années liée à un changement dans l'organisation qui fait que ça a complètement explosé. On imagine bien que ça s'est beaucoup fait avec de l'externe, parce qu'on pour accélérer aussi fort, exactement, il faut aller chercher l'externe. Et maintenant, vous commencez en fait à réinternaliser et capitaliser sur votre savoir avec des équipes internes. Ça, au plan, pour que ce soit hyper clair, Alexandre Montparle, PDG de Carrefour, début 2022, plan stratégique 2026, il affiche un chiffre sur lequel je dois reporter tous les trimestres au COMEX, qui est le nombre de personnes qui sont des experts de la data.
on en a annoncé 3000. En interne. 3000 fin 2026. En interne. Qui soit formés à la data, Ouais. donc partie les fameux white belt, green belt, black belt, ou Ok. les équipes data. Ok. Et donc, je dois montrer comment on arrive à cette cible fin 2026. Et évidemment, on était au recensement en début 2022, on était plutôt autour de 300. Donc, c'est x10 en termes de compétences data dans la boîte. Et c'est comme ça, et seulement comme ça, qu'on pourra se dire qu'on a fait un virage digital et que l'ADN du digital est rentré chez Carrefour, tout comme il est probablement beaucoup plus natif dans une boîte comme Amazon qui a mis le digital et la data comme un actif, parce que quand ils se sont créés, c'était la décision basée sur la donnée, c'était le mantra de Jeff Bezos, c'était je ne prends décision que sur la data, c'est ça qui me guide, et j'ai besoin des faits et pas des sentiments. Ouais, donc toi, tu rapportes à Elodie Pertuiseau. Mm. Donc du coup, entre Bompard et Pertuiseau, ça doit pulser un peu quand même. Ouais, absolument. Cyril, sur ton organisation, comment tu fais pour avoir des profils tech et comment tu gères la répartition Comme tech-métier? Alors, il y a la vision idéale. Comme tout le monde, on subit le marché. Donc voilà, on a forcément plus d'externes que ce qu'on voudrait. Hormis financièrement, c'est pas forcément un sujet. Dans mes vies passées, la durée de vie d'un externe dans l'entreprise n'était pas forcément plus courte que certains internes. Donc, j'ai eu des durées de vie très très longues sur des projets. Donc, ça pose un problème financier parce qu'évidemment, ça coûte plus cher. Mais en tout cas, quand le projet est bien, on avait des gens qui de toute façon nous disaient moi, le statut de salarié m'intéresse pas, je veux être indépendant. Donc, c'était pas un sujet. Je citerai pas les exemples de mes précédentes boîtes parce que là, mais on l'a trop subi. Donc, avec des poids de 80% d'externes, je pense que là aussi. Soit par rapport à une réalité de marché ou une politique interne, et là ça a été dit par Sébastien, il faut être très clair sur les métiers qu'on veut absolument nativement. Et je pense que notamment la maîtrise d'ouvrage, les produits... Pardon, mais c'est pour ça que je posais la question des product owners, le nombre de boîtes qui mettaient les product owners en DSI externalisés, pour moi c'est criminel. Par exemple, parce que ça doit être vraiment, c'est vraiment l'arbitre métier, c'est vraiment, si on le subit, on le subit, mais en tout cas, il faut être très clair sur ces métiers. Le patron des business analysts, tant qu'à faire, il faut que ce soit quelqu'un de l'interne. Donc les business analysts, les product owners à l'époque et compagnie, pas tout le monde. Donc je pense que plus que le pourcentage, c'est être très clair effectivement sur la liste de personnes et que ce soit représenté de telle manière qu'on soit pas trop dépendant de quelques personnes qui, quand elles s'en vont, mais j'allais dire le syndrome de elles s'en vont, on est trop tributaire de la personne, qui soit interne ou externe, on l'aura. Donc le plus important, c'est de vraiment reposer ça et, tant mieux si je dis là aussi une bêtise, travailler, on a parlé, le wiki. Donc c'est aussi la culture d'archiver les choses et de les écrire pour être moins tributaire, quelle que soit l'organisation. Donc nous, comment on le fait? C'est par la nature toujours pareil, c'est par la nature du projet. À notre échelle, on y arrive quand même à avoir des internes. Ok. Dernier point, parce qu'on a été sage, on n'a pas parlé d'IA pendant toute la table ronde. On va quand même finir sur une petite question rapidement. Pour vous, l'IA, impact, si oui, comment vous vous y préparez et comment vous le gérez? Alors, l'IA a déjà impacté. Pour vous donner une idée, l'année dernière, on a divisé par 2 notre équipe de catégorie management. Juste, Il n'y a pas grand monde qui témoigne comme ça. Hein. J'étais à NRF et il n'y a personne qui a osé dire ça. Hein. Et pourquoi? Parce qu'on a automatisé une grande partie des tâches avec l'IA. Ça ne veut pas dire qu'on a fait un plan de départ de ces personnes-là. C'est qu'on les a... Certains sont rentrés dans les équipes data, d'ailleurs. Donc, se sont recyclés, on les a fait évoluer chez Carrefour. Mais sur le category management, c'est un très bon exemple où la data est déjà venue impacter pour automatiser la création des assortiments. Et là, maintenant, on va un cran plus loin depuis la fin de l'année. Maintenant, on fait des assortiments customisés, personnalisés par magasin. Donc, aucun magasin Carrefour en 2024 ne ressemblera à un autre magasin Carrefour. L'idée étant qu'on vient y choisir les bons produits et donner le bon métrage linéaire aux produits dans le magasin. Et tout ça, avant, énorme fichier Excel, ultra compliqué, des dizaines de passages entre les mains de différentes personnes. Aujourd'hui, on automatise. Certaines décisions sont après revues par des experts. Et dans 95% des cas, on respecte la décision et on voit l'augmentation, toutes choses étant égales par ailleurs, du chiffre d'affaires ou de la marge en ayant optimisé. Tu ne t'imagines pas à quel point tu fais plaisir à Cédric, qui nous rabat les oreilles avec son commerce de précision, avec ce que tu viens de dire. Je pense qu'il est fan. De donc, ton côté, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a dit top-down, on va couper les équipes par 2 pour forcer l'adoption de l'outil, de la solution. Parce qu'autrement, on aurait toujours trouvé une bonne raison de dire « Ah ben non, l'algo, il n'a pas pris tel cas. Ah ben non, regardez, dans ce cas précis, ça ne marche pas. »
D'accord. Et donc, Là, il y a pas le l'idée, choix, c'est qu'on se dit, il n'y a pas le choix. Si tu veux continuer à faire ton job de catégorie management et survivre et continuer à avoir une vie normale, tu ne vas pas pouvoir faire le job de 2 personnes. Donc, pas le choix. Il va falloir accepter d'automatiser certaines parties de ton travail. Et après, peut-être que dans 5% des cas, ça ne marchera pas. Mais les 95% des cas où ça marche, ça compense largement et il y a un effet de portefeuille, évidemment, sur plusieurs magasins. Il faudra que vous reveniez tous les deux parce qu'on a encore plein de questions à poser. De ton côté, sur l'IA, un petit témoignage sur comment vous avancez sur le sujet. Donc un sujet natif et un sujet pas exploratoire mais qu'on travaille par la contrainte. Je vous l'ai dit, on rajoute de l'IA sur les équipes de data sur le produit. Alors, il n'y a pas de sujet social parce qu'on est déjà une toute petite équipe et le sujet qu'on adresse, vous imaginez, c'est 120, 130, 140 000 nouveaux livres par an. Donc, de toute façon, on n'était pas satisfait de notre complétude et de notre arborescence. Donc, on rajoute petit à petit de l'IA en complément du travail humain qui est fait sur cette partie-là. Et après, comme ça a été dit juste avant, on le travaille. Alors, il y a un sujet, si j'étais dans une autre boîte, forcément, tout ce qui est MMM, tout ce qui est marketing, c'est évident que là, il y a aussi des gains à faire. Sauf que nous, on a un marketing très simple. Vous avez la loi langue, vous n'avez pas le droit de faire la promotion du livre. Donc, ce n'est pas un sujet chez nous. Donc, par exemple, on a décidé de ne pas passer de temps pour l'instant sur le marketing et l'IA. Mais ce n'est pas une hérésie. C'est vrai dans mon industrie et ça ne serait pas vrai dans d'autres. Et donc, on s'intéresse à la partie, pardon de radoter, mais on a aussi des sujets de charge et d'énergie. Donc là, on est en train d'explorer des solutions de pilotage aussi de notre énergie par de l'IA. Donc, c'est attaqué par des petits sujets, mais qui chez nous ne sont pas un petit sujet en termes de dépenses. Merci beaucoup pour le témoignage. Peut-être le temps pour une ou deux questions, chef ? Peut-être toi en premier, tu aimes bien être le premier à poser des questions. D'être le chef. Quand on a le micro, c'est mieux. Hein. C'est ça. Si, j'ai une question, moi, qui est un des trucs qui, là aussi, me chatouille depuis longtemps sur le sujet. L'une des choses qu'on a beaucoup entendues aujourd'hui à propos de l'IA, c'est qu'elle permet, et c'est aussi tout ce que tu nous racontes sur ton supermarché plutôt que ton warehouse, c'est qu'on sait maintenant rendre l'intelligence data, comme tu l'appelles Olivier, accessible à des gens qui ne sont pas des sachants. Alors il faut les former un peu quand même, mais à partir du moment où tu as ta petite ceinture verte, voilà, tu peux commencer à utiliser la data. En même temps, la data, et l'IA en particulier dans ses versions les plus avancées, permet, si on veut, de faire du top-down hyper précis, avec une granulosité très très fine de la recommandation. Pour prendre l'exemple des assortiments, tu as 2 façons d'imaginer l'adaptation locale de l'assortiment demain. Tu peux dire, avec des outils data hyper puissants, je vais définir à la référence la bonne gamme pour chacun des magasins en prenant en compte ses performances, son profil, sa zone de chalandise, ses clients, ses machins. Et je brasse énormément de données, je vais avoir une gamme théoriquement optimisée, en tout cas optimisée à partir de l'algo et de la data. Ou tu peux dire, parce que maintenant, je vais caricaturer, le chef de rayon peut poser à ChatGPT la question de dire est-ce qu'il y a beaucoup de vieux dans ma zone, c'est comment mes clients, etc., mon environnement, mes concurrents, mes machins. Je simplifie évidemment. Et tu vas lui fournir une intelligence facile qui lui permet de prendre des décisions locales pertinentes. Donc ça renvoie à la question quand même de centraliser, décentraliser. Moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de croire, parce que je suis un humaniste, qu'on n'est pas obligé d'être dans des modèles top-down, qu'on peut imaginer un monde un peu plus bisounours dans lequel demain l'intelligence sera accessible à tout le monde et donc permettra de renforcer la responsabilité des opérationnels. J'ai pris l'exemple des magasins au niveau du local, mais ça c'est valable pour partout dans l'entreprise, et de dire qu'en fait on augmente le nombre de décideurs en rendant les décideurs plus intelligents, plutôt que de centraliser la décision empowered, enfin augmentée, sophistiquée à partir d'une data hyper puissante. Est-ce que c'est un doux rêve, je suis un rêveur, ou c'est possible, c'est concevable que demain, la sophistication de la data permette non pas de confisquer la décision, mais au contraire de la rendre à tout le monde en répartissant l'intelligence? Moi, je peux démarrer là-dessus. En fait, c'est toute l'ambition pour moi du supermarché de la donnée, c'est de redonner le pouvoir au métier, de pouvoir avoir la bonne donnée pour pouvoir prendre la décision, pouvoir s'adapter en temps réel aux conditions du marché, à une opération promotionnelle, etc., à un niveau de stock avec une disruption qui était imprévue et que le modèle ne prévoyait pas. Il faut que le directeur de magasin, par exemple, soit capable de se dire qu'est-ce que je fais si j'ai mes 2 camions ce matin qui n'ont pas été livrés. Et pour ça, il a besoin d'avoir la donnée à disposition pour pouvoir lui rapidement analyser et prendre la bonne décision.
Et c'est ça l'idée de mettre les données à disposition. Tu donnais l'exemple tout à l'heure en disant grâce à la data, je peux fine-tuner mon assortiment magasin par magasin à la référence. Ouais. Donc ça, c'est plutôt top-down dans un premier temps. Mais tu dis, mais en même temps, je rends la main aussi sur un certain degré de liberté pour gérer l'imprévu. L'imprévu, parce qu'en fait, le modèle, il est basé sur un modèle statistique qui prévoit, tous les éléments étant égaux par ailleurs. Et donc, évidemment, l'idée, c'est que c'est un outil d'aide à la décision, de recommandation. Derrière, on offre la possibilité, évidemment, aux directeurs de magasins de pouvoir adapter et de pouvoir justifier les écarts qu'ils réalisent. Mais plutôt que de dire, tu pars from scratch et puis tu construis ton assortiment, puis de manière empirique, tu vas continuer à le faire évoluer. Parfois, on a des propositions assez disruptives. On enlève toute une partie d'un assortiment où on déplace, où on réduit l'espace et on teste. Et après, on fait ce qu'on appelle du test and learn, c'est qu'on teste, on voit la réponse. Peut-être la réponse dans ce magasin-là est un peu différente de ce qu'on avait prévu. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi avoir l'intelligence humaine pour pouvoir venir dire, là, ça, regardez, les ventes, ça n'a pas marché. Bon, est-ce qu'on peut essayer un autre scénario ? Donc, ce n'est pas juste de dire on va faire un truc et puis après, une fois que c'est gravé dans le marbre, la machine a dit c'est comme ça qu'on fait. Donc, tu gardes des guerriers dans les magasins et pas des soldats disciplinés. Oui, absolument. Cyril ? Et pour compléter la réponse, et je pense, je me lance sur un sujet alimentaire alors que Carrefour est là, mais j'ai quelques années d'alimentaire. Donc, on a vu quand même, et pas que en Covid, que le consommateur est soucieux de local. Et donc, ça pose un sujet data. C'est qu'en face, on a un parc fournisseur qui n'est absolument pas outillé de la même manière entre un super producteur local, l'entreprise moyenne en France et le gros industriel. Si tout était, on confond encore centralisation, unification des outils et centralisation de la décision. En Chine, le moindre, en tout cas dans les grosses villes, le moindre producteur de salade, tout est sur QR code, tout est digitalisé et compagnie. Donc il y a un enjeu de local. Et donc si tu ne laisses pas, à mon avis, avec les mêmes outils, un niveau de compétence en local pour pouvoir référencer, tous les distributeurs, j'imagine, se sont posé la question. Moi, je ne crois pas à une méga... Enfin, si, ça existera, mais à une méga centrale qui gère tout en local. Mais quand je dis local, ce n'est pas au pays. En local, c'est quasiment au magasin ou à la région. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui soient capables, encore une fois, non pas d'inventer les outils, et il ne faut pas qu'ils réinventent un outil, mais qu'ils soient capables de référencer, de référencer le produit. Et donc, le référencement, ne serait-ce que le référencement, il doit venir de la centrale et du local. Sinon, l'offre, elle va être certes ciblée, mais sur un assortiment national qui sera d'une pauvreté totale par rapport à ce que le consommateur veut. Des questions dans la salle ? Merci. J'ai une question pour Sébastien. Christophe Offray, je suis journaliste sur des sujets de data IA. Vous redonnez le pouvoir au métier. Est-ce que ça vaut aussi sur la partie budgétaire ? C'est-à-dire qu'ils ont des rôles et responsabilités. Est-ce qu'ils prennent également en charge une partie des dépenses? Absolument, puisque en fait, dans le mode qu'on a mis en place, nous, on a mis des usines digitales pour chacun de nos métiers. Et comme je vous disais en introduction, tous les travaux data qu'on fait sur notre fondation, modulo le management de la plateforme, le run de la plateforme, etc., ils sont uniquement pilotés par les cas d'usage. C'est-à-dire qu'on décide de faire un algo d'IA, on va comprendre quel est l'écart sur les données qui sont disponibles versus les données dont j'ai besoin pour faire cet algo, charge au projet qui est piloté par le métier d'intégrer dans son coût de projet, pas juste d'avoir 2 data scientists, un data engineer qui va assembler le jeu de données, et puis un UX designer qui va vous faire un bel écran et, et un développeur qui va vous faire ça dans un portail web. On intègre dans le cas d'affaires, dans le business case, le coût de la data. Ça fait partie de l'approvisionnement pour réaliser ce produit analytique. Donc, charge au métier de décider si oui ou non il veut faire son projet en ayant le coût complet. Versus plusieurs modèles que j'ai vus dans d'autres entreprises où on se disait, en fait, on donne 5 millions d'euros à l'équipe data et puis ils en font ce qu'ils veulent et à la fin de l'année, ils essaient de nous servir le maximum de données. C'est ça le changement qu'on a opéré pour passer dans un mode data governance piloté par le métier, donc en anglais use case driven data governance. On redonne le pouvoir au métier de décider ce qu'il veut avoir dans son entrepôt de données, dans son magasin de données et ultimement dans son cas d'usage. Et pour compléter cette réponse, que j'ai vu le bluffant une fois, évidemment je ne peux pas citer l'entreprise, mais si les choix eux-mêmes de gouvernance budgétaire ne sont pas dynamiques, ça pose un souci parce qu'on a de la dynamique en dessous et on ne l'a pas sur les choix budgétaires. J'ai vu une boîte confier eux-mêmes le réarbitrage tous les mois de ses budgets à de l'IA
à un moteur auto-apprenant, parce que dans ces cas-là, si on revient à mon exemple, c'est toujours le plus gros avec le plus gros chiffre d'affaires ou la plus grosse marge qui l'emporte à chaque fois sur les décisions. Et le moteur, au gré des critères de chaque pays, réarbitrer les budgets aussi. Je m'explique. Le pays qui, certes, ne représente pas beaucoup de chiffre d'affaires, mais par rapport à son budget publicitaire, est en train de gagner le plus de parts de marché ou de plus de commandes, hop, tous les mois, les budgets et les réarbitrages se faisaient aussi avec un moteur auto-apprenant au niveau de la finance. Donc c'est quand même assez bluffant. Il y en a qui ont beaucoup d'avance. Si maintenant on fait les budgets avec l'IA, la fin d'année va être plus facile. Alors, je ne suis pas sûr que c'était de l'IA, parce que les critères étaient mis, mais en tout cas, ouais, il y avait un réarbitrage tous les mois des critères qui étaient donnés dans le Faut moteur. que tu m'expliques quand même, ça m'intéresse. J'en ai une deuxième. Est-ce qu'il y a une partie qui est pour autant mutualisée entre tous? Parce que là, si je vous écoute, c'est eux qui commandent pour autant, je pense que vous avez une part d'initiative qui reste. Donc, comment ça se... Oui. ça se... Moi, j'ai un budget discrétionnaire sur lequel je peux activer, comme je disais, là, pour déployer la plateforme, etc. L'idée aussi, c'est de prendre un peu une lentille stratégique. Parce que là, quand on fait une gouvernance par cas d'usage, on se dit, le premier cas d'usage, le premier qui passe au péage va payer le péage. Et après, la barrière sera ouverte et tout le monde pourra s'en servir. L'idée aussi de prendre un peu une lentille stratégique sur la data, donc de donner le pilotage au patron de la supply chain. Donc, je reprends cet exemple parce que comme ça, on garde le même exemple. Le patron de la supply chain pilote les données de la supply. Il réfléchit pas juste au cas d'usage qui arrive le mois prochain, à la stratégie data de son domaine sur les 12-24 prochains mois. Quelles sont les transformations que je veux apporter dans la digitalisation de ma supply chain? Du coup, quelles données je dois approvisionner pour faire ça? Et si je vois, tiens, il y a une synergie, tu as 3 cas d'usage qui vont pouvoir en bénéficier, et peut-être même un cas d'usage d'une autre équipe, par exemple l'équipe marchandise qui fait toute la négociation et puis la gestion de la performance des assortiments. La même donnée pourrait être utile pour tout le monde. Du coup, comment je la finance? Comment je fais pour avoir un cofinancement d'une partie de mon projet 1 en disant il y a le 2, le 3 et le 4 qui arrivent derrière, et puis tout le monde va mettre un peu au pot pour faire ça. Et je ne regarde pas juste le prochain mois d'approvisionnement de ta plateforme, mais je regarde les 12 à 24 prochains mois. Donc j'ai un stratège qui pense à ça. Donc ça permet de se dire, on passe dans un mode vraiment stratégie data versus informatique, plomberie. Et quand j'ai un besoin, je viens faire le plombier et mettre une donnée supplémentaire, un nouveau tuyau qui vient raccorder une nouvelle donnée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, oui. Oui. Alors moi, j'ai une question un peu pas très digitale, mais dans l'accélération de la diffusion de la culture data, de l'IA, est-ce que vous pensez un peu business continuity plan? Parce qu'aujourd'hui, tous vos nouveaux staff, ressources qui rentrent vont être formés à l'IA, mais pas à l'ancienne méthode. Si j'applique ça à mon industrie, nous, par exemple, quand les bornes des douanes tombent en panne, tout l'aspect digital tombe en panne, on est obligé d'avoir un peu un système archaïque qui reprenne le relais. Est-ce que vous pensez à ça aussi quand vous donnez la culture de l'IA et de la nouveauté, etc., mais est-ce que vous gardez la version archaïque au cas où l'IA ne fonctionnerait plus? Woody étant dans la détaxe, d'où son point sur la douane. Est-ce que vous gardez des feuilles papier et des stylos pour faire les Il y en a en magasin toujours. Tu as toujours Excel? Il y a toujours Excel en magasin, ça c'est clair. Maintenant, on fait pas autant de choses, j'imagine. C'est clair. Et puis surtout, ce qu'on a observé quand même, nous, on a fait une massive migration vers le cloud. On s'est engagé d'ailleurs dans le plan 2026 aussi à être 100% cloud, donc 100% de nos applicatifs dans le cloud à horizon 2026. Et là, on a fait les 80 premiers pourcents en 2 ans. Et là, on va s'attaquer au difficile. Voilà, aux 20 derniers pourcents qui vont vraiment nous faire des migrations compliquées. Ce qu'on a observé quand on est passé dans le cloud, c'est un taux de disponibilité, une fiabilité du run des solutions qui a largement augmenté par rapport à nos data centers. Donc je ne pense pas qu'on ait été confronté aujourd'hui à cette situation où on se retrouve 48 heures sans IT. Mais j'ai l'impression qu'avec le cloud, on a réussi à réduire ces incidents. On a, en tout cas, là, quand on regardait la performance du cloud, qu'on a renégocié notre cloud récemment,
on est clairement satisfait du niveau de service sur notre capacité à délivrer des services pour nos magasins avec un minimum de disruption. Ça veut dire que ces outils-là l'arrêt de ces outils de façon soudaine, une ligne arrachée par une pelleteuse, peuvent pas bloquer complètement le fonctionnement d'un magasin aujourd'hui. Ouais, parce qu'en fait, aussi, avec le cloud, tu as des réplications. Donc, tu sais que tu as un certain nombre de serveurs que tu peux, avec des images de ton informatique qui sont déportées dans plusieurs endroits. Donc, même en cas de catastrophe naturelle, etc. On en a vu une d'ailleurs, c'était pas un des gros joueurs, malheureusement, c'était le français. Il y avait OVH qui a eu ça il y a 3 ans. Ça a été une catastrophe pour l'entreprise, qu'en plus OVH n'avait pas les moyens d'un Amazon, Web Services ou d'un Google ou d'un Microsoft Azure, et n'avait pas forcément répliqué toutes les données. Certaines entreprises ont beaucoup perdu. Nous, évidemment, dans notre plan de continuité, on a assuré la protection de ça. Alors après, ce qu'on appelle les signes noirs, les black swans, peuvent arriver de temps en temps, mais en tout cas, ce qu'on observe sur le day-to-day, sur les 3 dernières années de migration massive vers le cloud, on a quand même une protection assez forte avec ce type de technologie. Versus le mode où on avait nos data centers dans un endroit spécifique et puis avec quelques backups. Encore le temps pour une dernière question. Une dernière. Je regarde d'abord s'il y en a une autre. À gauche, non? Oui, à gauche, là. Désolé. D'abord, vous remercier pour vos interventions, parce que je crois que le sujet, c'était comment diffuser une véritable culture de data. Et je pense que vous avez à la fois la vision et utiliser des analogies, des exemples qui, à mon avis, favorisent grandement cette assimilation. Ma question, en fait, comme... Ah, Cyril Cortès, je suis dans le groupe Avia, moi, donc pétrolier. Ma question, en fait, on a souvent entendu dans le retail que la data, c'est le trésor de guerre. On a beaucoup évoqué aujourd'hui le fait de rendre cette data de plus en plus accessible à tous, l'image du supermarché. Moi, je me pose la question de la sécurité et de la confidentialité de la data. Est-ce que ça reste encore un sujet majeur, stratégique, ou est-ce que l'IA fait bouger les lignes sur ce thème-là? Pour moi, sujet absolument essentiel. Moi, j'en parle. Je n'ai pas une semaine où j'ai pas une question autour de la confidentialité de la donnée. Quand on est une boîte comme Carrefour, c'est 50 millions de clients qui ont une carte Carrefour. Donc, évidemment, on utilise cette donnée pour pouvoir mieux servir nos clients, leur apporter le bon produit au bon endroit, leur donner la bonne promotion sur le bon produit. Et derrière ça, il y a plein de notions de données confidentielles et on doit respecter le cadre strict des RGPD en Europe qui est protecteur des consommateurs, mais qui permet aussi quand même aux entreprises de pouvoir s'en servir au bénéfice du client. Donc clairement, c'est un sujet top priorité. On ne peut pas se rater. Les amendes que plusieurs retailers ont eues dans les 5 dernières années font très très mal. Puis je pense que professionnellement, l'éthique est essentielle sur l'utilisation de la donnée. Et évidemment, l'idée c'est de la partager, de l'utiliser selon les règles qui sont imposées par le régulateur. Et puis nous, ce qu'on fait aussi avec cette donnée, c'est qu'on se dit aussi, c'est pas notre propriété cette donnée, c'est une donnée qui appartient aux consommateurs, c'est une donnée qu'on peut partager dans notre écosystème. Donc cette donnée, nous, avec les industriels, on a créé une plateforme collaborative où on l'anonymise. Nous, on respecte les règles qui sont liées à ça et que on met ces données à disposition pour Nestlé, Danone, Procter & Gamble, Unilever, Mondelez, qui sont à la fois des fournisseurs de Carrefour et des partenaires data. Pour qu'ensemble, on puisse avoir des meilleures négociations. Vous avez certainement suivi que les négociations sont un sujet très très chaud. En ce moment, c'est d'ailleurs la fin de la période de négociation annuelle avec les industriels. Et puis là, le gros chantier qu'on a, c'est comment on vient cadenasser l'inflation qui a été très très impactante sur 2023. Et comment avoir le meilleur dialogue autour de ça, c'est en ayant un partage de la notion de marge. Donc on a défini une marge qu'on partage avec eux, on s'assure de la bonne répartition de la marge, on traque les données des commodités, par exemple la donnée, le prix de la farine, pour justifier l'augmentation ou la réduction du prix des pâtes. Et là, on a des négociations très tendues sur la commodité a perdu 40% et pourtant on a la réplication sur le prix de cession des industriels fait 0. Pourquoi ? Donc avec la donnée, on arrive à factualiser cette négociation. L'IA remplace la testostérone. Exactement. Et avec la data, on leur dit non, regardez, 80% de votre produit, c'est de la farine de blé.
On s'attend quand même à avoir... la corrélation à la hausse, on l'a beaucoup eu. Elle a très très bien marché. Quand ça a augmenté de 50%, tout de suite, on a vu le prix augmenter de 50%. Par contre, quand on passe sur la partie... le prix de la commodité baisse, on voit beaucoup moins l'impact sur le prix d'achat. Et c'est un sujet global sur la confidentialité. Je vais enfoncer des portes ouvertes. La semaine dernière, je rappelais aux équipes qu'effectivement, on est ravis de travailler avec nos fournisseurs, mais il y a des données qu'ils ne doivent pas avoir, même oralement. Enfin, donc c'est un sujet permanent. Et là encore, c'est sans doute pas vrai dans des grosses boîtes, ça l'est dans les plus petits. Pour travailler efficacement et digitaliser, il a fallu aussi partager les outils. Et donc, à partir du moment où on accepte que les collaborateurs asilent sur leur mobile et que la frontière, en tout cas sur le support, pas la data, est un peu poreuse entre mon outil perso et mon outil pro, ça veut dire que par contre, ne mélangeons pas les genres, c'est pas parce que tu le fais sur ton portable que toutes les données doivent voyager comme ça. Donc évidemment que c'est un rappel permanent. Et si on parle des fournisseurs, ça n'existe plus. Moi, je rappelle juste, et je le rappelais puisque je deviens vieux maintenant, à mes jeunes collaborateurs, qu'au début de ma carrière chez un industriel, on avait une prime par trimestre à celui qui récoltait l'information la plus importante côté distributeur. Hein. Et on était primé là-dessus sur l'information qu'on arrivait à glaner, secret industriel, secret de négo, enfin tout ce qu'on pouvait avoir. Donc le sujet de la confidentialité, au-delà des questions légales, il est quand même vrai en termes de compétitivité.